Coucou les lecteurs, fin de la deuxième journée des Imaginales à Épinal pour moi. C'est une journée qui a été costaud, parce que j'ai fait toutes les conférences que je voulais faire, toutes les tables rondes. Il y en a eu 2 ce matin et il y en a eu 4 cet après-midi. Donc à chaque fois 1 heure de conférence. Je vous laisse faire le calcul, ça a été un peu long. Mais toujours très instructif. J'ai fait des conférences, bon c'est quand même pour moi à la base des sujets qui m'intéressaient, mais il y a beaucoup de sujets qui sont en rapport aussi avec ce qu'on fait à la biblio et je pense que vous allez être contents, j'ai glané pas mal de chouettes infos. Il y a eu pas mal d'émotions, on a eu une réunion autour d'une table ronde des anciens imprimés coup de cœur aux Imaginales. Ça fait 20 ans que le festival existe, ça fait 20 primés coup de cœur. Il n'y en avait que 4 sur la table ronde, mais voilà, c'était assez fort en émotion, c'était vraiment sympa. Et puis de revenir sur ces belles découvertes, ouais, c'était cool. J'ai pas eu le temps de faire un gros topo hier, vous vous doutez bien qu'entre la route de mercredi, la grosse première journée d'hier, j'étais un peu fatiguée hier soir en rentrant, je m'en excuse, j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas fait de retour sur tout ce que j'ai vu, sur tout ce que j'ai fait. Et je vous ai pas tout présenté encore. Demain, je pense que ça sera beaucoup mieux parce que c'est vraiment le week-end où il y a du monde, où il y a beaucoup de choses, où ça brasse vraiment. On fera vraiment un tour sur les exposants qui sont dehors, on fera un tour dans la bulle des auteurs, ça sera vraiment chouette. Le festival, il y a un petit livret qui nous est mis à disposition où dedans il y a toutes les explications sur le déroulement du festival, le coup de cœur, le coup de cœur, le planning, voilà, sur tous les jours, tout le planning qui est affiché. Ça me permet de faire les fameuses petites croix que je vous présente en photo tous les matins, là, depuis 2 jours. On a un petit topo sur le thème de cette année, l'afrofuturisme. On a un petit topo sur les intervenants, donc les auteurs. On a la liste des auteurs, on a la liste de tous les intervenants qui sont universitaires, historiens, les scientifiques, les interprètes, les modérateurs. Enfin, voilà. Vraiment, c'est un truc qui est vraiment très complet. C'est cool, ça renvoie aussi vers d'autres expositions qui sont un petit peu disséminées dans tous les endroits clés de la ville d'Épinal, comme les expositions de photos, de peintures, les soirées organisées aussi, les soirées à thème, il y a des soirées cinéma, il y a vraiment c'est un festival qui n'est pas que sur le festival littéraire, du coup c'est un festival qui est vraiment très open et qui est vraiment cool. Et même là où je suis là, les 4 jours complets, j'aurais pas le temps de tout faire. Parce que j'ai déjà trop de choses au niveau littéraire qui m'intéressent. Ça m'arrive aussi d'avoir des conférences qui sont au même moment et qui m'intéressent toutes les deux, et bah, des fois il faut faire un choix. Et très important, on a un plan, parce que des fois on est un peu perdu. Alors maintenant ça fait plusieurs années que je viens, j'ai un peu mieux repéré. Mais c'est vrai qu'au début on ne sait pas trop, oh, je dois voir telle conférence et sous tel chapiteau, où est-ce que ça se situe, bah voilà, on a un plan. Après, c'est très bien repéré aussi dans le parc en lui-même. C'est pas non plus un parc de 15 000 hectares et c'est très bien indiqué. Il y a des panneaux, il y a des plans, il y a du personnel sur tout le site, donc c'est très bien repéré. Hier, j'ai fait une belle grosse journée, quand même pas mal sur le thème de la jeunesse, parce qu'on avait la remise des prix Imaginales lycéens, collégiens, et aujourd'hui c'était écoliers aussi. Donc beaucoup sur le thème de la jeunesse entre hier et aujourd'hui. Moi pour aujourd'hui un petit peu moins. J'ai fait un peu ce matin, mais c'était vraiment plus hier quoi, le thème jeunesse. Et du coup sur le thème jeunesse, je voulais vous parler d'une maison d'édition. Je pense que je vais pouvoir me renseigner un peu ce que ça donne. J'ai pris leur catalogue. C'est une maison d'édition rebelle qui bosse énormément sur la jeunesse. Ils font beaucoup tout ce qui est à partir de 9 ans, on va dire 9-10 ans, ados et young adultes. C'est sur le thème de la fantasy, sur le thème de la SF, et il y a un petit peu, c'est un peu généraliste sur le thème du young adulte. Il y a beaucoup de romances, beaucoup de dépassement de soi, tout ça. Et franchement, leur catalogue a vraiment l'air sympa. Hier, je me suis arrêtée sur leur stand. Je les avais rencontrés au Grès Imaginaire une première fois au mois d'avril et je les avais trouvés vraiment cool. Et là, je me suis vraiment attardée chez eux. Et je leur ai demandé de me pitcher un truc
que je prends pas d'habitude, j'aime pas ça à la base. C'était des zombies. Étonnamment, j'ai trouvé que le concept était sympa. Il y a un auteur chez eux, Denis Labbé, qui a conçu une première série, celle-ci, Les Marcheurs, qui est en plusieurs tomes. Hein. Là, j'ai pris le tome 1. Les Marcheurs, c'est du coup tout un cycle sur... donc c'est Denis Labbé est auteur, mais il est aussi prof. Et de son expérience de prof, il a décidé d'imaginer une histoire où on a une classe de lycéens qui va faire un voyage scolaire, qui va visiter un ancien camp de concentration. Et en fait, il y a une vieille expérience dégueulasse nazie qui était pas morte, qui a survécu et qui va refaire surface, qui va manger des gens, visiblement, vu qu'on est sur le thème du zombie. Et bref, ce prof va essayer de sauver déjà ses élèves, ses fesses à lui, et voilà. Et peut-être éventuellement le monde, visiblement. Et du coup, c'est sur plusieurs tomes, donc là, c'est tout un cycle, c'est de la littérature adulte, là. Apparemment, c'est très cru de ce qu'elle m'a expliqué, la charmante dame du stand. C'est assez cru, c'est assez trash, mais il y a un truc qui est vraiment cool avec cette série, c'est qu'il l'a adapté, la même histoire, exactement la même histoire, les mêmes protagonistes, tout, sauf que là, autant là on était du point de vue du professeur, c'est le professeur le narrateur, donc très adulte l'histoire, et là c'est ses élèves, là on est du point de vue des ados, et du coup c'est la même histoire, deux points de vue différents, et franchement j'ai trouvé le concept mais excellent, de se dire qu'on avait la même histoire mais vue de deux points de vue complètement différents, un adulte, un ado, et pour le coup un adulte, une ado. Donc on a féminin, masculin, on a la différence d'âge. Franchement, je me suis dit, allez, je fonce. Et du coup, j'ai les marcheurs, les errants, et je vais voir ce que ça donne. Je vous en reparlerai certainement. On verra si on peut faire rentrer ça en biblio, ça avait vraiment l'air cool. Deuxième chose, toujours un peu sur le thème de la jeunesse, du coup, je suis allée voir Mon Chouchou, c'est mon coup de cœur, c'est un ancien coup de cœur justement du Festival des Imaginales. Je l'ai découvert grâce au festival et aujourd'hui il a reconnu en table ronde justement sur les 20 ans du festival, les 20 ans de coup de cœur, que grâce à ce coup de cœur qu'il a été il y a maintenant 2 ans je crois, si je me souviens bien, ça avait vraiment lancé sa carrière d'écrivain et que du coup il avait énormément de succès depuis ce coup de cœur aux Imaginales. C'était avec son roman Que passe l'hiver. On en reparlera entre nous à la biblio parce que c'est un roman, faut que je vous en parle, il est magnifique. Mais il s'est lancé dans la littérature jeunesse et je suis allée le revoir parce qu'on discute pas mal via les réseaux, mais du coup ça a fait plaisir toujours de se revoir, même si c'est qu'une fois par an en vrai. Et puis c'est cool, ça fait quelque chose quand un auteur qu'on admire autant que moi j'admire David Brie, quand on se pointe devant son stand humblement et puis qu'il nous fait oh, Laetitia, comment tu vas? Ça fait plaisir de te revoir. Ça fait tellement chaud au cœur qu'on se dit ah, mais il a vu mes messages, il se souvient de moi. Donc c'était cool et on a bien discuté et il se souvenait de ma grande fille de 10 ans et je lui ai dit qu'elle avait dévoré le tome 1 de sa série pour jeunes. Les héritiers de Brizen, alors je lui ai pris le tome 2, bien entendu. Et ce qui est cool du coup sur ces salons, c'est que non seulement on peut discuter avec les auteurs, donc là j'ai bien papoté avec David et c'était un chouette moment, j'ai adoré. Et il m'a fait une gentille dédicace pour ma pépette et je suis trop contente pour elle. Et je sais qu'elle va adorer. Donc les héritiers de Brizen, on en reparlera, je pense que c'est une série qui pourrait être sympa aussi pour la biblio parce que c'est testé et approuvé, pas que par ma fille, mais vraiment ça a un succès énorme. Les héritiers de Brizen, ça cartonne et c'est chouette. C'est de la fantaisie pour jeunes et ouais, ça cartonne vraiment. Bien entendu, je me suis fait mon petit plaisir. Je suis allée m'acheter ce petit bijou, toujours de David Brie. Du coup, c'est sa nouveauté. Elle est sortie il y a 1 semaine, juste à temps pour les Imaginales. Quand j'ai vu, il était inquiet de ne pas l'avoir pour les Imaginales et il l'a eu juste à temps pour partir. Le Chant des Géants, c'est son tout nouveau roman. Ça fait des mois et des mois que régulièrement il nous mettait
en petit spoiler alerte, un extrait pas encore corrigé sur Facebook, et puis qu'on lui disait ah c'est génial, il faut que tu arrives au bout de ce roman, et ça y est, il est arrivé au bout. En plus c'est un vrai bijou d'un point de vue ne serait-ce que de l'objet, et du coup je suis trop contente. Pareil, il me l'a dédicacé et je suis ravie. Donc voilà. C'était ma petite parenthèse un peu perso, encore une fois. Toujours sur la jeunesse, je suis allée voir Paul Béorn, parce que Paul Béorn, c'est quelqu'un que j'avais découvert sur sa littérature adulte. J'avais lu Le 7e guerrier mage, que ça doit être une des derniers achats que j'avais fait chez François Zir d'ailleurs. Et de la fantaisie épique, comme on l'aime bien, à l'ancienne, médiévale, avec un héros qui se découvre héros, qu'à la base c'est pas un héros, c'est un déserteur de l'armée, enfin c'est un loser en gros, et il va se découvrir le sauveur du monde en fait. Et c'est vraiment, c'est badass, hein, ça y va, c'est du gros combat, c'est vraiment, quand on dit de la fantaisie épique, là c'est épique. Et bon, après, quand on aime la fantaisie classique comme ça, bien musclée, c'est toujours plaisant, en tout cas c'est très bien écrit, donc c'est ce qui est toujours plaisant aussi dans la bonne fantaisie épique, c'est quand c'est très bien écrit. Sinon, des fois, c'est un peu lourdingue. Et je sais qu'il rencontre un énorme succès depuis quelques années, où il s'est lancé dans la littérature jeunesse. Et là, en collaboration avec Cyril Edgar, ils ont fait ce joli roman, 14-14, où il reparle de la guerre 14, en fait, de la Première Guerre mondiale. Et là, c'est au niveau des enfants. Donc moi je lui ai demandé conseil, un livre pour ma fille, hein, vous savez bien, si vous venez souvent à la bibliothèque le vendredi, vous voyez qu'elle vient à la sortie de l'école avec moi, que voilà. Et je lui ai demandé quelque chose à sa portée, parce qu'au départ j'étais partie sur quelque chose qui était peut-être un petit peu trop simple pour une bonne lectrice, même une jeune lectrice, mais voilà. Et du coup, je suis partie là-dessus parce que déjà, l'histoire, c'est un sujet qui est important pour nos jeunes, c'est instructif, voilà, il y a une visée toujours un peu instructive. Et du coup, je suis partie là-dessus, on verra ce que ça donne, mais je pense que ça pourrait être pas mal. Ça fait écho à ce que je vous disais, du coup, j'ai fait énormément de tables rondes sur le sujet de comment s'adresser aux jeunes lecteurs, tout ça, et dans l'objectif de faire un petit peu revivre. Elle est vivante à la biblio, je veux pas donner avec personne, hein. Mais je pensais à nos jeunes qui se cantonnent à la BCD, à l'école élémentaire, qui n'osent pas forcément passer le pas de la porte de la bibliothèque municipale chez nous à la Bâtie. Penser à les réalimenter en des choses, en des sujets qui les passionnent, qui vont les attirer, qui vont leur parler. Et effectivement, toutes ces tables rondes m'ont fait prendre conscience que ouais, les jeunes, en fait, ils ont envie de lire, mais ils ont envie qu'on les prenne pas forcément pour des bébés, en fait. Et qu'on leur parle de choses qui sont à leur portée, d'accord, pas forcément avec du vocabulaire trop recherché ou trop compliqué, mais quand même, il ne faut pas les prendre pour des bébés. Et il faut aussi leur parler des sujets actuels. Les enfants aujourd'hui, je pense que vous êtes un peu comme moi si vous avez des enfants, ou si vous avez des petits-enfants, ou des neveux, des nièces. Vous voyez que les enfants aujourd'hui baignent dans une culture où ils sont conscients de ce qui se passe autour d'eux. Ils sont dans les médias. Ils sont tous dans les médias, que ce soit à travers la télé, à travers nos téléphones, à travers Internet. Et du coup, ils ont pleinement conscience de ce qui se passe autour d'eux. Régulièrement, on a des questions du coup, qui fusent, et on ne doit plus répondre seulement à la question tant redoutée de maman, comment on fait les bébés. On doit répondre à maman, qu'est-ce qui se passe en Ukraine, papa, qu'est-ce qui se passe à tel ou tel endroit du monde, parce qu'ils ont vu quelque chose qui se passait à travers Internet ou à travers la télé. Donc, nos jeunes ont besoin de sujets qui les boostent. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, sur le sujet climatique, c'est les jeunes qui ont fait vachement bouger les choses ces dernières années, hein. Je vous parle plus de cette jeune fille des pays nordistes qui a révolutionné le monde, et puis qui passe à travers le monde pour répandre la parole de l'écologie. Donc vraiment, les jeunes sont même porteurs de messages, et il faut savoir les alimenter dans ce sens-là.
Donc du coup, j'ai pris énormément de bonnes informations, j'ai noté plein de choses, j'ai pris énormément de notes et je pense profiter des Imaginales pour faire des rencontres. D'ailleurs, j'essaye, je suis désolée, je n'ai pas pu encore mettre la main sur lui. Je voulais absolument rencontrer, c'était Joan Elliott, parce on a la chance d'avoir un très bon roman de Joan Elliott à la bibliothèque. Donc, si vous voyez au rayon nouveautés, jeune adulte, on a un très beau livre. D'ailleurs, on a un poster. Vous voyez un très grand poster avec cette tête d'ours magnifique. Un ours avec un casque, un ours un peu guerrier. C'est la même chose que sur son livre. Hein. Sur la couverture de son livre, c'est ours guerrier. Donc, Joan Elliott a écrit Ours. C'est le premier tome d'une. Alors, je sais pas si c'est une. Je pense que c'est une trilogie, de ce que j'ai compris. C'est un peu la planète des singes, pour ceux qui ont la référence, mais où c'est pas les singes qui prennent le pouvoir sur la planète, c'est les ours. Bon, me demandez pas pourquoi les ours, hein, je poserai la question d'ailleurs, mais c'était un peu le sujet, donc je pense parce que c'est en fait, Joan Elliott écrit énormément de romans, alors non seulement pour la jeunesse, mais avec les animaux. Il a parlé d'une autre série qui avait l'air vachement sympa pour les jeunes, où il parlait d'un loup qui rencontre un tigre. Et c'est deux clans adverses et ils vont devoir s'allier pour sauver leur univers. Du coup, en fait, il écrit énormément avec les animaux. Là, je sais pas pourquoi l'ours, mais du coup, c'est l'ours qui prend le pouvoir sur la planète. J'avais super envie je pense que ça pourrait être sympa aussi pour vous, plutôt que ce soit moi qui vous parle de son livre, de lui demander de vous le pitcher et de vous présenter ce livre qu'on a maintenant la chance d'avoir à la bibliothèque. Pourquoi pas se renseigner, lui demander un petit peu ce qu'il pourrait nous conseiller pour nos jeunes justement, et ce qu'il en pense du fait qu'on l'ait catégorisé jeune adulte chez nous. Ce n'est que partie remise, je vous promets de faire mon maximum là sur samedi dimanche pour mettre la main sur lui, mais là à chaque fois que je suis passée en bulle des auteurs il n'était pas là et je vais y arriver. Pareil, je vais essayer de revoir Jean-Laurent Del Socorro parce qu'on a la chance d'avoir deux. Alors, un roman, c'est sûr, le deuxième est en chemin, on va dire, pour arriver. On a Royaume de vent et de colère actuellement à la bibliothèque en nouveauté adulte de Jean Laurent et on va avoir incessamment sous peu un de ses derniers romans, Du roi je serai l'assassin, qui fait partie de la sélection pour le prix Rosine Perrier. C'est un auteur chambérien, c'est peut-être un petit peu plus facile par la suite, pas forcément sur les Imaginales, d'avoir la chance de le rencontrer, de lui parler, de le faire intervenir, ne serait-ce que par vidéo pour la bibliothèque. Mais bon, je trouve que c'est sympa, là on s'est retrouvés, on s'est vu hier justement au coup d'envoi. Je trouverais sympa quand même de profiter d'être là vraiment au même moment pour venir lui parler et tout. Et puis après, je sais que moi personnellement, j'ai acheté son dernier roman jeune adulte, on va dire. C'est plus pour les ados. Une pour toutes, où il va mettre en avant un personnage féminin de l'histoire de France. C'était Julie de Maupin qui vivait sous l'époque de Louis XIV et qui a été une jeune fille complètement zappée de l'histoire, alors que c'est une jeune fille qui a énormément fait pour l'émancipation de la femme, malgré la période très avancée, très reculée plutôt, qui était celle de Louis XIV. Donc voilà. Donc ça, c'était mes achats d'hier. Et puis aujourd'hui, alors j'ai acheté le livre pour Mathilde, mais aujourd'hui je suis contente, je me suis fait un petit plaisir. Là, je suis allée faire un petit tour dans la bulle des auteurs. J'ai été voir Pierre Bordage, qui est un auteur principalement de SF. J'avais envie de le remercier de m'avoir fait découvrir ses contes SF. C'est un tout petit recueil, vraiment il est tout petit, il est même plus petit qu'un poche. C'est vraiment un tout petit livre avec des contes. En fait, on a l'impression que c'est nos contes de fées à nous, de notre enfance, qui ont été transposés en l'an 4000 en fait. Et que c'est et que c'est adressé à des gens de l'an 5000. Je sais
pas si je me fais bien comprendre. C'est comme si en fait on était dans le futur, mais qu'on lisait des contes du passé, mais du passé de notre futur à nous en 2021. C'est peut-être un peu confus pour vous, moi je me suis. Mais voilà, c'est genre le petit chaperon rouge, mais dans l'espace, sur une autre planète. Avec pas un loup, mais une autre créature un peu chelou. Et pas forcément une petite fille, mais une espèce d'androïde. Mais voilà, c'est tout. Là, c'est un peu, ça a l'air un peu confus, ça a l'air un peu, surtout un peu nul de le dire comme ça. Et en réalité, c'est très très bien écrit, c'est très très bien pensé, c'est fait de façon très intelligente. Et pour moi, qui n'étais pas une lectrice de SF, qui était vraiment sur de la fantasy, à la limite du fantastique, ça m'a vraiment amenée dans la SF et j'en suis ravie. Et puis du coup, j'en avais parlé, je sais que j'avais eu des retours à ce sujet. Euh, J'en avais parlé, c'était sur un défi du mardi. J'avais parlé de romans épistolaires, avec ces fameux échanges de lettres, de courriers, tout ça. Et je vous avais dit que moi, mon roman épistolaire à moi, c'était Le bâtard de Kosigan. Je le prononce mieux maintenant que j'en ai parlé avec son auteur. Le bâtard de Kosigan de Fabien Cerutti. Je suis en train de terminer, là c'est le tome 4, vous voyez, j'en suis à peu près à la moitié, là vous voyez mon marque-page. Et j'en suis à la moitié du tome 4. J'avoue, je le lis petit par petit en ce moment, parce que ces derniers temps, parce que je veux pas l'abandonner, mon bâtard de Kosigan. Je l'aime trop, c'est pas un héros à proprement parler, c'est pas quelqu'un de sympa à la base, c'est un mercenaire et il fait des trucs des fois abominables, vraiment. C'est pas quelqu'un de recommandable, mais malgré tout, ce personnage, je l'aime tellement et j'aime tellement cette histoire que je le lisais, mais vraiment petit chapitre par petit chapitre pour pas l'abandonner trop vite. Et j'ai eu l'immense plaisir d'apprendre aujourd'hui en table ronde que Fabien Cerutti est en train de travailler sur un nouveau cycle du bâtard. Et je suis tellement contente de retrouver mon personnage favori que je vais finir de dévorer le tome 4. Du coup, je suis allée me faire dédicacer mon livre. Et du coup, le bâtard, j'ai eu des retours suite à donc, ce défi que j'avais lancé sur la page de la biblio. Je vous l'avais pitché vite fait et du coup j'ai eu l'immense surprise d'avoir des gens qui sont venus me voir, je pense qu'ils se reconnaîtront, pour me dire est-ce que vous l'avez, dans quel rayon, c'est dans les nouveautés? Et en fait j'étais bien embêtée parce que je vous en avais parlé parce que c'était mon roman épistolaire, hein, mais en fait on l'a pas à la biblio et j'étais un peu gênée parce que du coup je me dis est-ce que j'en discute avec mes collaboratrices, avec toutes mes collègues de biblio, et est-ce qu'on ferait rentrer le bâtard à la biblio? Parce qu'effectivement, c'est un genre, je pense, qui est prenant pour ceux qui sont à la fois amoureux de l'histoire et amoureux de la fantaisie, enfin, ou de l'un ou de l'autre, ou alors qui aiment l'histoire mais qui était un peu frileux sur la fantaisie. Enfin voilà, je pense que c'est un, ouais, c'est un petit bijou de conception. Déjà, il faut bien savoir que Fabien Cerutti, avant d'être auteur, c'est un historien. Vraiment de formation, il est historien. Et donc, il y a vraiment un boulot derrière de recherche, de vérité, d'ancrage dans ce qui est l'histoire de France et l'histoire de l'Europe, qui est vraiment... c'est un boulot immense qu'il a fait à ce niveau-là. Et c'est quelqu'un qui vient du jeu de rôle. Donc à la base, il avait créé un jeu, il avait créé cet univers pour un jeu en fait. Et comme c'était au début des années 2000, c'était même pas un jeu de plateau ou un jeu de cartes, c'était carrément un jeu qu'il avait mis sur ordinateur. Donc c'était les balbutiements de ces fameux jeux de rôle internet, PC, où on doit... où on interprète en fait, où on joue le rôle justement du bâtard ou d'un mercenaire qui fait partie de sa compagnie, et on doit réaliser des quêtes pour débloquer des choses et puis résoudre des énigmes. Et du coup, son univers était très construit à partir de là, et on le sent un petit peu quand même aussi dans la construction du roman. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, le roman est construit où petit à petit, au déroulement de son histoire, chapitre par chapitre et tome par tome,
on a des énigmes qui se posent et on a des clés pour dénouer, en fait, ouvrir les coffres au fur et à mesure. Et du coup, c'est addictif. Je vous explique même pas comment c'est addictif, quoi. C'est impressionnant. En plus, on est sur 2 époques différentes. On est sur le bâtard en lui-même qui est en l'an 1300, plein Moyen-Âge. Et d'un coup, on va avoir un chapitre où on va être sur l'an 1900 avec un descendant du bâtard qui va découvrir en fait qu'il est, qu'il est le descendant justement de ce bâtard de Kosygane, qu'il va découvrir ses correspondances, il va découvrir ses carnets de notes, il va découvrir ses petits secrets et il va découvrir des gros secrets au fur et à mesure. Et il va enquêter. Donc on a cet aspect histoire, on a cet aspect fantasy, et on a cet aspect, je dirais presque même polar, parce qu'on va être sur de l'enquête policière, vraiment, où on va avoir des détectives privés, Scotland Yard, qui vont se lancer dans des enquêtes pour savoir qui a tenté d'assassiner machin, et qui a caché telle chose. Enfin voilà, ça va être vraiment mais rocambolesque. Et à la fin, on sait, enfin moi je sais même plus quel personnage est le plus attachant, si c'est le bâtard ou son descendant. Vraiment, c'est addictif. Donc voilà. Et quoi vous dire d'autre? C'est déjà pas mal pour une grosse journée. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal sur la SF. Je vous avoue, et sur du coup le thème principal de cette année aux Imaginales sur l'afrofuturisme. Voilà, j'avais oublié le nom. Donc en fait, l'afrofuturisme, en gros, de ce que j'ai compris par les auteurs qui en font, justement, alors on avait la chance d'avoir des auteurs d'un petit peu tous les univers d'afrofuturisme. On avait le coup de cœur, Michael Rock, qui est antillais. On avait une jeune femme française, on avait un autre auteur, je ne me rappelle plus, j'en suis désolée, et on avait alors je suis embêtée de dire un ou une parce que c'est un auteur américain mais non genré, voilà, il faut poser les mots. Donc je veux pas froisser cette personne, c'est un auteur non genré qui fait de l'afrofuturisme américain. Et franchement, j'ai fait de belles découvertes sur cette table ronde sur l'afrofuturisme. En gros, de ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'en fait, l'ASF à proprement parler, qui est un genre dominé quand même vachement par ce qu'on va dire, ouais, comme ils ont dit, hein, le mâle blanc, il faut poser des mots, c'est un genre qui a quand même pas mal occulté certaines catégories et certaines comment dire, certains genres, et enfin voilà. Du coup, c'est vrai que toutes ces personnes typées, que ce soit typé, je pense, Moyen-Orient ou typé Afrique, voilà, sont des gens qui ont carrément été mis en marge de la SF ou de la fantasy souvent, qui ont soit pas de rôle du tout, soit des rôles vraiment mineurs. Et du coup, l'afrofuturisme, en gros, c'est de la SF, mais qui fait pas la différence justement entre blanc et noir. Ils veulent plus de cette différence en fait. Et du coup, c'est ça qui est cool. Et en même temps, ils s'ancrent aussi dans leurs racines aussi africaines, avec leur culture, leur rite. Et c'est un point de vue qui a l'air vraiment sympa. Moi, je vais vous parler par exemple de cet auteur américain qui nous a expliqué que par exemple, un de ses romans qui s'appelle Les Abysses, moi personnellement c'est un roman qui me parle. J'ai envie de le, je me suis pas encore jetée dessus à la librairie tout à l'heure, à la bulle des auteurs, mais c'est un roman qui me parle, qui me donne envie. Pour vous situer, quand je vous dis que ça parle du futur de SF, mais que ça s'ancre aussi dans les racines de ces peuples africains, et ben son roman trouve son origine, c'est les bateaux qui amenaient les esclaves noirs d'Afrique vers l'Amérique. Et ben à bord des bateaux, quand il y avait des femmes enceintes, on les basculait par-dessus bord parce que elles serviraient à rien dans leur état. Et c'est terrible, hein. Et du coup,
bah, ces femmes enceintes, elles ont eu leur bébé et en fait ça donne en gros un peuple des abysses, des sortes de sirènes noires africaines qui ont survécu au fond de l'océan. Et j'en sais pas plus sur le pitch de l'histoire, mais rien que de savoir que ça a pris ses racines, que la genèse de son roman c'est ça, ben moi ça m'a donné envie de pousser la porte de cet univers. Voilà. Puis je pense que c'était le but aussi de nous ouvrir la porte, de nous ouvrir la porte à cet univers-là, de mettre en avant ce genre-là sur le festival cette année. Donc voilà, c'était le thème un petit peu sur lequel j'ai planché aujourd'hui à travers les tables rondes, la science-fiction et l'afrofuturisme, principalement. Voilà, donc je me rappelle plus trop ce que je vais voir demain. Je referai un petit topo. Je me suis déjà fait mes petites croix sur mon planning pour la journée de demain. Et puis je vous tiendrai au courant de toute façon. Je vous fais des gros bisous à tous à la bibliothèque. Je suis désolée du coup de ne pas être venue aujourd'hui vous accueillir avec Monique et Nadine. Je suis sûre qu'elles ont bien pris soin de vous quand même. Je sais qu'il y avait des gens que je devais peut-être voir aujourd'hui. Je leur fais des coucous de loin et puis de toute façon on se voit vendredi prochain à la biblio et on se voit demain sur la page Facebook. Je continue les aventures imaginales. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.